Nous Hmm. allons parler de Healthy Longevity, que nous pourrions traduire par vieillir en bonne santé, mais on va parler également d'évaluation, d'intelligence artificielle. Bref, ça a été une émission très riche avec Charles Bark, qui a créé Ainunu, qui est basé actuellement en Chine. Bonjour Charles. Bonjour Frédéric, c'est un plaisir d'être avec vous. Peut-être vous présenter, puis après on va présenter votre activité Ainunu. D'accord, donc moi je suis, comme vous l'avez dit, Charles Barre, je suis un entrepreneur français qui a commencé sa carrière d'entrepreneur au CNRS à Givres-sur-Yvette avant de basculer en Chine il y a environ 14 ans. Et personnellement, je suis dans la troisième génération qui travaille dans la santé. Mon grand-père était un entrepreneur dans la pharma à Busan en Corée du Sud. Ensuite, il a envoyé sa mère sa fille qui est ma mère en France faire son doctorat et qui a travaillé toute sa carrière à la PHP. Et moi, j'ai travaillé en troisième génération dans le healthcare slash e-santé avec ma société Hainunu. Mais avant, quand j'étais en France, j'étais aussi le DSI, directeur des systèmes d'information d'un gros pharma japonais qui s'appelle maintenant Astellas et à l'époque, il s'appelait Yamanouchi Pharma. Ainunu, si vous pouvez nous résumer, parce qu'en fait c'est très très vaste ce que vous faites, on va le découvrir. Si vous pouvez nous résumer quelle est l'activité d'Ainunu. En fait, Hainunu a eu pour but simple d'aider les seniors, non pas seulement à vivre longtemps, mais en meilleure santé et heureuse chez elles. Ça, c'est le, ça, c'est le driver de Hainunu. Et après, ça se décline sous différents services avec des services qu'on combine avec du dispositif médical connecté, des données qu'on va traiter avec des algorithmes AI en intelligence artificielle, et ensuite on va plugger ou on va connecter des services assurantiels et de télémédecine. D'accord. Mais au-delà de tous ces connotations et ces dérivatifs de services et de produits connectés, ce qu'il faut bien comprendre, c'est aider à rester le plus longtemps possible à la maison, meilleure qualité de vie. C'est ce qu'on appelle en anglais aging in place et quality of life, la qualité de vie des seniors. Et by the way, 85% des seniors à 90% des seniors, si elles n'ont pas des complications trop importantes, elles veulent rester bien sûr à la maison, hein. Alors avant de rentrer dans les détails, pour faire un petit peu de teasing, pour tenir les téléspectateurs ou les spectateurs, est-ce que vous pouvez nous dire sur combien de pays vous êtes implanté et nous donner des exemples de marques lesquelles vous travaillez, pour combien qu'on comprenne l'ampleur de de votre activité? Alors avant de lancer l'activité, on s'est déjà lancé dans 12 ans de recherche et de développement sur 4 pays. Euh, et on a travaillé plusieurs disciplines qui étaient les objets connectés, le AI, la génomique, et puis tout ce qui est science technique avec les assureurs, ce qu'on appelle InsurTech. Donc ça a été notre background, notre historique avant de créer la société. Et ensuite, après, on l'a créé maintenant il y a environ 3-4 ans. On a lancé l'offre commerciale depuis 3 ans et maintenant l'offre est disponible dans 12 pays. Donc, 6 en Asie, on ouvre un septième qui est l'Indonésie. On en a un en Moyen-Orient, 4 en Europe qui sont la France, la Suisse, la Hollande et la Pologne. Et on a ouvert aussi les États-Unis. Donc 12 pays en l'espace de 2-3 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de noms connus des Français, de noms d'entreprises avec lesquelles vous travaillez, pour qu'on Donc comprenne ici, encore l'ampleur de l'ampleur du sujet? bien sûr, donc comme comme notre offre est une plateforme centrée sur le senior, cette plateforme dans un écosystème va réunir plusieurs acteurs. Et chaque acteur, chaque grande société va apporter leur proposition de valeur centrée sur ces seniors et leurs familles. Donc, en parlant de grandes références qui parlent aux Français, on a le plaisir de travailler avec AXA, qui offre, par exemple, la télémédecine, ce qu'on a eu l'occasion de faire ensemble. Il y a aussi les grands Français qui sont dans le senior care, tels que Orpea,
Colisée, avec lequel on travaille sur des résidences pour seniors ici en Chine. Mais vous avez aussi d'autres grands assureurs comme Europe Assistance, qui délivrent du soin à domicile et qui ont ouvert en Asie du Sud-Est des beaux développements tels que la Thaïlande, qui sont développés aussi en Malaisie et qui ont même racheté AXA au niveau des opérations. Donc avec eux, ils sont très focus sur le soin à domicile et aussi pour les seniors. Et donc, on a le plaisir de collaborer avec eux sur une démarche préventive en utilisant nos services à domicile. Maintenant, si on en vient à vos services, comment est-ce que vous les présentez et quels sont-ils? Alors, nos services sont sous forme, en fait, si je me permets de vous le montrer ici en vidéo, c'est ce qu'on appelle un Home Wellness Kit. Donc, c'est un kit qui va être utilisé à la maison, d'accord, dans lequel ici figurent deux coffrets. Vous avez un coffret qui va être utilisé pour faire un test génomique. Alors, pour rassurer les Français, ce n'est pas une offre qu'on développe en France parce que ce n'est pas légal, mais il faut savoir aujourd'hui que les tests génomiques sont utilisés dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et puis, vous avez un deuxième coffret ici qui comprend plusieurs dispositifs médicaux connectés. Et sur ces deux coffrets vont s'ajouter du service qui vont être offerts, comme on l'a dit tout à l'heure, avec nos partenaires dans cet écosystème. Ça peut être du service assurantiel avec AXA, comme on l'a dit, ou l'AXA chinois qui s'appelle Ping An, c'est de la télémédecine 24/7. Les assureurs vont aussi inclure dans ce coffret une assurance accident et décès jusqu'à 100 ans sans medical record, donc ça veut dire qu'on peut assurer tout le monde. Et puis, vous avez aussi ces acteurs, comme on l'a dit, Orpea, Colisée, qui vont envoyer leurs professionnels de soins à la maison, ou bien comme on l'a dit tout à l'heure, aussi Europe Assistance. Donc, chacun va apporter sa proposition de valeur dans cet écosystème et tout est regroupé dans ce coffret qu'on appelle un Home Wellness Kit ou un kit de bien-être à la maison. Et tout a été conçu de manière à ce que ça soit le plus facile d'utilisation pour les seniors, mais aussi pour leurs familles et pour les aidants professionnels que sont les auxiliaires médicaux, mais aussi pour les docteurs qui vont voir ces informations-là. Alors, on imagine que je sois un jeune retraité, on va dire 65 ans, en Asie, où on peut faire tout, je peux avoir accès à tous vos services. Je commence par quel service, qu'est-ce qui se passe et par quel parcours je passe? En fait, dans ce coffret, vous avez, comme vous l'avez bien compris, vous avez une multiplicité de produits connectés, mais aussi on a un test génomique. Et ça va nous permettre de collecter le premier service. On va commencer par cette boîte, c'est pour ça que ça s'appelle le coffret numéro 1. C'est un test génomique avec lequel on va pouvoir identifier les 12 susceptibilités aux maladies chroniques qui tuent le plus les seniors. Et pas forcément même les seniors, on peut parler des quadras, des quinquas, que sont le diabète type 2, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires qui incluent les AVC, qui incluent aussi l'hypertension par exemple. Et donc, quand vous dites test génomique, c'est test de l'ADN ou ça C'est test DNA, ouais, test de l'ADN. Ouais, donc en fait, est-ce qu'il y a des prédispositions dans mon DNA à ces facteurs, à ces maladies? Tout à fait. Et on sait que dans la santé qu'on a aujourd'hui, le facteur génétique va influer environ à hauteur de 20%, selon ce que disent les scientifiques. Donc ça, c'est une première dimension de données qu'on va capturer, collecter avec notre kit de bien-être connecté. Ensuite, après, on va collecter 4 autres types de données. Donc, vous me demandiez par quel service on commence. Donc là, on a commencé avec le test pour identifier les susceptibilités à ces maladies chroniques. Ensuite, après, on va prendre le deuxième coffret qui va inclure différents types d'objets connectés qui sont tous, bien sûr, certifiés médicaux.
Donc, dedans, vous avez par exemple des choses qui sont assez classiques comme le tensiomètre. Vous avez aussi l'oxymètre pour prendre sa saturation d'oxygène, et ça, c'est important pour les périodes de Covid. Vous avez aussi une balance connectée qui est à impédance, donc qui ne va pas prendre simplement le poids, mais qui va aussi nous permettre d'avoir le taux de graisse dans le corps. Mais on a des choses qui sont beaucoup plus innovantes que ces matériaux-là. Par exemple, on a ici un électrocardiogramme et on le tient comme ça. Et à la maison, on pourra faire son électrocardiogramme qui a la même qualité qu'on fait à l'hôpital. Après, pour mesurer une constante qui est très importante pour les seniors, c'est la perte de muscle, et pas forcément les seniors, parce qu'à partir de 40 ans, tous les 10 ans, on va perdre environ 5% de sa masse musculaire. C'est pour ça qu'arrivé à 80 ans, il y a beaucoup de chutes, parce qu'il y a environ 20% de la masse musculaire qui a été perdue. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et donc, on a une balle connectée, Hainunu, qui va nous permettre de mesurer la perte musculaire. Donc ça, c'est aussi compris dans le kit. Et enfin, il y a une dimension qu'on va aussi, qui est non négligeable pour le maintien en bonne santé, c'est l'environnement. Est-ce que oui ou non on vit dans un environnement sain à la maison? Et vous parliez d'ailleurs de références de grandes sociétés avec lesquelles on travaille. Il y a une société qui s'appelle Saint-Gobain, avec lequel l'année dernière, on a eu le plaisir de co-créer ensemble, Saint-Gobain et puis Hainunu, un capteur connecté qui nous permet de mesurer la température, l'humidité à la maison, est-ce que c'est bruyant ou pas bruyant, et puis la luminosité. Tout ça en un seul capteur qui va envoyer les données à notre app, Hainunu, et qui va nous permettre du coup d'identifier en fait 5 dimensions au total. Ce qu'on appelle, nous, un jumeau numérique du senior ou du patient chronique. C'est-à-dire qu'on aura les données sur ses prédispositions génétiques, ses susceptibilités aux 12 maladies chroniques. On aura aussi, avec ces objets connectés, la partie métabolique, les signes vitaux. On aura aussi, avec ce sensor, l'environnement. Est-ce qu'il est sain, il n'est pas sain? On a aussi une mesure du nombre de pas que fait la personne pour voir si elle est statique ou elle est sédentaire. Elle est statique, sédentaire à la maison ou elle est active. Ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle des données comportementales. Et en fait, une 5e série de données, c'est la partie émotionnelle, mentale. Est-ce que cette personne, elle se sent bien? C'est très important parce qu'une des gros problèmes des seniors, c'est pas forcément métabolique, mais c'est la partie isolation. Et donc, on a besoin aussi d'avoir cette 5e dimension, qui est la partie, ce qu'on appelle le mental well-being, c'est comment est son bien-être au niveau de son état d'esprit, de ses émotions. Donc, 5 dimensions de données, on les collecte. Et by the way, c'est des données qu'on n'a pas à la maison. Qui a les données de ses parents à la maison? Donc, avec ces 5 dimensions, on en fait ce qu'on appelle un patient numérique. Et on va analyser ces données avec une série d'algorithmes. Et ces algorithmes vont donner une première évaluation des risques sur le diabète type 2, l'hypertension et cardiovasculaire. Et ensuite, ces données doivent être analysées évidemment par des professionnels de soins. Nous n'avons pas pour but, Hainunu, de suppléer ou de remplacer des professionnels, des docteurs au niveau diagnostic. Et donc, ça va pouvoir être partagé avec les professionnels de soins qui s'occupent des seniors ou bien le médecin de famille s'il veut voir l'état de son patient plutôt en préventif. Et c'est les professionnels de soins notamment qui vont faire des recommandations par rapport à ce que vous aurez trouvé de mon état, entre guillemets, en général, ensuite. Voilà, c'est ça. Et les professionnels de soins aux seniors peuvent derrière ça établir même un parcours de bien-être qui va prendre en considération ces données de manière à vous donner des conseils pertinents sur, par exemple, votre nutrition, sur la pratique de votre sport au quotidien ou hebdomadaire, ou bien même qui va vous donner des conseils sur vos habitudes de sommeil, qui sont en fait les trois causes principales des maladies chroniques.
c'est le nutrition, la sport et puis les habitudes de sommeil. Et donc, pour donner des conseils aujourd'hui sur ces trois matières, ce qui est important, c'est d'avoir des données. Et on revient toujours au départ, c'est mais qui a ces données aujourd'hui? Et en fait, si je me permets une parenthèse, pourquoi High c'est né en fait d'un constat d'échec, parce que moi je suis là depuis plus de 10 ans, en faisant des allées et venues avec la France, mais il y a 8 ans, j'appelle ma mère, qui elle est une retraitée et veuve, et je lui dis comment ça va, et elle me dit oui, tout va bien, t'inquiète pas, et en fait mon grand frère m'appelle, et il me dit non, non, ça va pas, elle est tombée, elle s'est fait opérer. Et donc là, j'ai eu un gros choc en 2013, parce que j'ai réalisé en fait qu'au-delà du déclaratif, et nos bons parents, ils ne veulent pas nous inquiéter, donc ils nous mentent souvent. Et quand on le sait, c'est déjà trop tard. Et donc on arrive en mode pompier quand tout est déjà grillé pour constater les dégâts. Et donc, ce constat d'échec et cette douleur personnelle m'a poussé à développer une offre qui n'existait pas sur le marché. C'était une offre qui est centrée sur, cette fois-ci, sur le senior et pas sur la maladie, comme le système de soins le fait, qui eux aussi orientés sur le préventif plutôt que sur le curatif quand c'est trop tard. Et quand on parle de préventif, on parle de données. Et on en revient à ce qu'on a évoqué précédemment, c'est quel type de données nous permettent de collecter pour être ensuite analysées, quel type d'analyse pour ensuite renvoyer aux professionnels de soins pour les aider dans leur diagnostic et pour aussi les aider dans leur pratique, puisque aujourd'hui, l'avenir de demain en santé, c'est de passer du curatif au préventif. Et donc, oui. Ça a été notre orientation jusqu'à aujourd'hui. On imagine toujours que je sois senior de 65 ans. Qui me propose vos services? C'est le médecin, le pharmacien, l'assureur? J'imagine que ça change de pays, ça change entre les pays. Voilà, tout à fait. En fait, ça dépend quel est votre acteur de proximité qui prend soin de vous. Donc, on part déjà du premier cercle, c'est la famille. Or, le problème, vous avez, par exemple, prenons le cas 65 ans, et pour beaucoup de seniors, leurs enfants sont satellisés loin de chez eux, soit par rapport à leur travail, soit pour d'autres contingences familiales. Et donc, la vraie question aujourd'hui, c'est l'aidant familial, donc les enfants, comment, comme moi et ma mère, comment pouvons-nous prendre soin de nos parents âgés quand on vit loin? Donc ça, c'est le premier cercle. Prendre soin, ça veut dire avoir des données. Donc, vous comprenez que c'est utile d'avoir ce kit que vous avez chez vous, que moi, je peux acheter et puis vous l'offrir en tant que kit de bien-être à la maison pour voir l'analyse de vos données en préventif plutôt que quand tout va mal et que vous allez m'appeler en disant « Voilà, Charles, mon fils, ça va pas bien. Et puis moi, je vais faire comme j'ai fait avec ma mère quand elle était tombée il y a 8 ans. » Donc ça, je dirais, c'est le premier cercle. Ensuite, le deuxième cercle, comme vous l'avez évoqué, ça peut être soit le docteur, donc ce qu'on appelle la téléconsultation, soit ça peut être le télésoin, c'est-à-dire fait par les pharmaciens ou les auxiliaires médicaux qui viennent chez vous. Et ceux-là peuvent être équipés de notre kit. Et puis, ils viennent soit chez vous avec ces objets connectés, ils prennent vos constantes. C'est analysé avec les algorithmes. Donc, il y a plus de papier, de crayon et ensuite, après, peut-être une perte de données quand on rentre tout ça dans l'ordinateur si c'est numérisé. Ici, tout est fait automatiquement, enregistré automatiquement et disponible pour vous, votre famille, ainsi que ces auxiliaires médicaux et ces docteurs. Ça peut être aussi, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, le pharmacien. Aujourd'hui, la tendance des pharmacies, comme on l'a bien vu dans tous les pays avec le Covid, c'est transformer une pharmacie qui est purement vente de médicaments avec bien sûr des conseils en ce qu'on appelle un point of care ou un centre, une espèce de dispensaire où on peut aussi délivrer quelques services qui sont plus avancés que de vendre du médicament simplement. Et donc,
c'est ce qu'on appelle du télésoin en pharmacie. Et on a fait des pilotes avec des pharmacies visionnaires en France, sur l'est de la France, vers Strasbourg, où en fait on va transformer la pharmacie en ce qu'on appelle une pharmacie 4.0. C'est-à-dire, le premier service de la pharmacie, c'est de vendre et conseiller sur les médicaments, mais on va rajouter 3 autres composants dans le service dans la pharmacie. Ça peut être un espace convivial, social, où les seniors peuvent se rencontrer. Il y a un espace aussi de health check-up, où justement on met notre kit et il l'utilise pour faire du check-up médical, un bilan de santé, mini bilan de santé. Et il y a une troisième partie qui est une partie de wellness, où il peut y avoir aussi un espace où on peut un peu faire de l'entretien, du sport, etc. Donc, c'est ce que nous, on appelle pharmacie 4.0, parce qu'on part d'un service et on le quadruple. Et c'est des services qu'on a commencé à dispenser en pilote en France et qu'on est en train aussi de développer au niveau pays sur la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie, avec des chaînes de pharmacies qui veulent développer cette pharmacie en ce qu'on appelle centre de soins, mini centre de soins, avec du service. Et pour une pharmacie, ce qui est compliqué, c'est on ne passe pas du jour au lendemain d'un métier de pharmacien à un centre de soins e-santé, comme ça. Donc, on a la panoplie avec la plateforme et ce que je vous ai montré tout à l'heure, de manière à ce que le pharmacien il puisse s'équiper de manière à offrir ses services facilement à ses patients. Et pour lui, au-delà de ses services, il a un gain aussi beaucoup plus important qui est l'engagement avec ses clients. Il est capable d'aller beaucoup plus loin que juste la vente d'un médicament et le conseil sur ce médicament, mais il est capable de faire du télésoin, il est capable de les suivre. Et du coup, il a beaucoup plus de liens avec son client ou son patient. Et le bénéfice du côté du patient, c'est que, surtout pendant le Covid, mais il a beaucoup plus de facilité à avoir un premier niveau de soins plutôt que d'attendre que son médecin qui est surbooké ou bien qui est parfois inexistant parce qu'on est dans des déserts médicaux, ou bien l'hôpital qui est trop loin, il a déjà un premier niveau de soins et ça n'empêche pas ensuite après de partager ces données avec des docteurs qui sont dans des villes ou des experts qui sont disséminés même dans d'autres pays pour apporter une aide beaucoup plus importante. C'est exactement ce qu'on veut faire avec Europe Assistance, par exemple, dans les pays que j'ai évoqués tout à l'heure, en Thaïlande et en Malaisie. Alors, justement, autour de notre système, il y a d'autres acteurs qui sont intéressés. Là, vous avez cité Europe Assistance, mais les assureurs ont également un rôle à jouer dans vos solutions. Les assureurs ont un grand rôle à jouer, ne serait-ce que dans leurs liens et leurs relations avec leurs assurés. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas un professionnel assureur, mais quand on parle avec eux, l'assureur vous dira que le modèle business de vendre une souscription par an avec le commercial qui vient ou par téléphone qui nous fait signer et on replonge pendant un an, c'est un modèle qui est vétuste et terminé. Donc aujourd'hui, l'assureur va avoir beaucoup plus de liens, avec son assuré, le connaître mieux. Et en fonction aussi du profil de l'assuré, il peut diminuer les coûts. C'est-à-dire que quelqu'un qui se prend en charge avec des objets connectés et qui lui-même veut faire son auto-bilan et qui veut maintenir une santé, peut avoir une souscription qui est moins chère que celui qui ne fait pas attention à lui. Alors, on n'est pas dans l'exclusion,
il faut pas rentrer dans la chasse aux sorcières et l'assureur qui est sérieux, il n'est pas dans cette catégorie-là, parce qu'on parle beaucoup dans les médias de chasse aux sorcières et puis on va dégager ceux qui sont pas en bonne santé. Le bon assureur, il fait pas ça. Il est plutôt sur comment réduire mes risques de mes assurés. Et par conséquent, si j'arrive à réduire mes risques, leurs risques et améliorer leur qualité de vie, du coup, je réduis mes coûts. Et quand on parle des seniors, une masse grossissante, un volume grossissant de seniors, les assureurs sont très, très intéressés par ce type de modèle parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir chaque année un volume important, grossissant de seniors qui, pour 75% ont des maladies chroniques, donc c'est du long terme à payer. Ils sont plutôt dans une orientation, qu'est-ce qu'on peut faire avec la data pour prévenir, réduire les risques et donc réduire nos coûts. Et c'est ce qu'ils appellent en anglais du dynamic pricing, un peu comme ce qu'ils font toujours, ce qu'on a toujours connu avec la voiture, les bonus et les malus. Et ça, c'est l'avenir de demain pour les assureurs. C'est comment apporter une expérience plus riche et aider plutôt qu'être là à payer les factures quand ça va mal, comment les aider à plutôt avoir une meilleure qualité de vie pour réduire les risques et donc les coûts. Là, quand vous parlez de prévention, il y a des pays qui sont plus ou moins au niveau de la mentalité dans la prévention. On sait que la France est pas beaucoup dans la prévention. Est-ce que dans votre expérience, il y a des pays dans le monde où la prévention est un vrai sujet, enfin, ou un sujet plus important qu'en France? Bien sûr, c'est une très bonne question parce que le moyen d'y répondre, ça va dépendre en fait de la prise en charge du patient au niveau de ses coûts de santé. Le français, il est peut-être moins sur la prévention parce qu'il sait que à hauteur de 96 à 95%, ces coûts vont être remboursés par la sécurité sociale ou les mutuelles et les autres assureurs. Donc, de sa poche, on va dire qu'il a grand maximum, il a 6-7% de sa poche à payer. Donc, à chaque fois qu'il est malade, ça ne va pas lui coûter énormément. Si on parle bien sûr que du coût financier, parce que bien sûr, il y a des coûts émotionnels, familiaux, etc. Mais si on prend, pour répondre à votre question, des pays comme la Chine, c'est 50% des frais qui sont payés par le malade et voir sa famille si la maladie elle est grave. Si vous prenez l'Asie du Sud-Est, c'est encore pire, parce que le système de soins et puis la sécurité sociale du pays, le pays n'étant pas très riche, ne peut donc pas payer, prendre en charge beaucoup de soins, surtout si c'est ce qu'on appelle du critical illness, c'est-à-dire des maladies graves, telles que le cancer, telles que les choses qui sont le cancer, comme le cancer ou les opérations, des choses comme ça. Donc en fait, la famille va faire appel à la famille élargie pour trouver ce budget pour se faire soigner. Et du coup, comme c'est un impact direct sur l'état financier de la famille, sur le côté asiatique, il y a plus une tendance à faire de la prévision. De prévention, oui, d'accord. La prévention. Oui, prévention, d'accord. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, si aujourd'hui on compare le système médical, il y a deux écoles dans le monde. Il y a l'école occidentale où on est plutôt orienté traitement et soins, et vous avez l'école chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, qui est plutôt orientée prévention, avec l'acupuncture, le massage, les thérapies à base d'herbes. Et donc, c'est plus une philosophie de prévention que de curative. Et donc, l'asiatique, il est très, très, comment dirais-je, au fait de pouvoir prévenir plutôt que guérir. D'ailleurs, quand vous parlez, je ne sais pas si vous avez fait un voyage en Chine, mais quand vous parlez avec des Chinois sur l'aspect culinaire, il va toujours vous dire mange ça parce que ça c'est bien pour la santé, fais attention à ça, etc. Donc, il y a vraiment un côté assez orienté prévention, même dans l'alimentation. Oui. Puis moi, les amis chinois que j'ai, ils font attention. Par exemple, ils économisent plus que nous, Européens, on pourrait le faire
parce qu'en fait, en prévision de difficultés pour l'avenir. Exactement. Quels sont les pays dans lesquels vous êtes le plus implanté pour l'instant ou dans le pays où vous pensez que ça va être le plus facile de vous développer? Alors, le plus facile, ça va dépendre de l'environnement légal. C'est ça, oui. Parce que la e-santé, c'est quelque chose de relativement nouveau dans le monde. Et en fait, il va y avoir des pays qui sont plus riches, mais beaucoup plus structurés, comme par exemple l'Europe, les sociétés européennes, les pays européens ou les États-Unis qui sont beaucoup plus structurés, mais qui sont de facto donc beaucoup plus les légalistes. Et du coup, il va y avoir une confrontation entre le légal et l'innovation. D'accord. C'est en fait Alors, l'innovation pour aller plus vite que les lois, que les règlements. exactement. Alors que dans les pays ici où on est plutôt Asie du Nord ou Asie du Sud, les pays sont moins légalistes et du coup, c'est la porte plus ouverte à tout ce qui est innovation en e-santé. On a parlé tout à l'heure de génomique, on a parlé aussi de tout ce qui est InsurTech avec les assureurs. Il y a des choses qu'on peut faire ici qu'on ne peut pas faire forcément avec des pays occidentaux. Donc, ça va dépendre en fait le go, no-go ou la vitesse de croissance sur la mise sur le marché d'offres multidisciplinaires comme la nôtre va premièrement dépendre de la partie légale. Deuxièmement, ça va dépendre aussi de la couverture de soins de santé, comme on l'a évoqué tout à l'heure. D'accord. Sur les seniors, sur les maladies chroniques, ça va dépendre aussi du tissu du soin de santé. Par exemple, en France, je sais que je crois que c'est sur 1000 habitants, il y a environ une soixantaine de docteurs. En Chine, c'est 5 docteurs pour 1000 habitants. D'accord. Donc, ce manque de docteurs va de facto pousser pour des offres digitales. C'est pour ça que les soins de télémédecine, etc., ont une croissance à 2 chiffres ici et sont très demandés même par les patients, puisque eux-mêmes recherchent du soin, recherchent du diagnostic et, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, sont orientés préventifs. Et je te dirais que le troisième… Ça dépend aussi peut-être aussi du taux de vieillissement. Si j'imagine les pays les Exactement. plus jeunes, effectivement, sont peut-être moins intéressés par vos solutions, quoique. Exactement. Et je dirais que le troisième facteur, tout à l'heure, on a évoqué le premier facteur qui est le légal, le deuxième facteur qui est la partie économique et couverture avec les docteurs. Et je dirais que le troisième facteur, c'est quelle est aujourd'hui la vitesse de doublement du nombre des seniors. C'est ça. Et ça, c'est très important. Il y a un gros delta entre l'Asie et l'Europe. En France, par exemple, on a mis environ dans notre pays plus de 100 ans à doubler la population des seniors, alors que dans cette partie du monde, c'est entre 20 à 30 ans. Si vous prenez par exemple la Thaïlande, tout le monde pense que la Thaïlande, c'est un pays de jeunes, c'est vrai en moyenne, mais ils doublent leur population des seniors tous les 20 ans, ce qui est extrêmement rapide. Vous prenez la Chine, où ils sont 250 millions de seniors de plus de 60 ans. En moins de 30 ans, ils vont doubler pour devenir un demi-milliard de Chinois âgés. Et donc, ça, c'est un chiffre qui va pousser en fait le gouvernement, les institutions, mais aussi tous les acteurs du senior care, du healthcare, à se mettre en rang pour essayer de combler ce manque de services pour les seniors, mais aussi pour les soins en préventif, et qui vont de facto aussi les pousser à aller sur de l'innovation en e-santé, en utilisant tout ce qui est possible dans la panoplie de la e-santé pour collecter les données qui sont des données pertinentes, ce qu'on appelle des données structurées, qualifiées, pour pouvoir la traiter avec un certain nombre d'algorithmes. Donc ça, c'est une autre science, de manière à combler en fait ces problèmes qu'on a évoqués jusqu'à maintenant. En Europe, même question, les pays les plus avancés, ou le pays le plus avancé, c'est lequel d'après vous? Je pense que c'est ceux qui sont plus ouverts à la digitalisation dans leur lifestyle.
Donc, dans leur, donc c'est plutôt de le vie. nord de l'Europe, alors. Je pense nord de l'Europe. Pensez par exemple l'Estonie. Il n'y a aucun papier au niveau administratif, donc le gouvernement a déjà lancé quelque chose de très bien sur ça. Les pays Nord-Europe comme la Suède, la Hollande aussi sont assez avancés. Mais je voudrais pas dresser un tableau noir de notre pays, la France. La France a fait récemment des bons gigantesques euh, depuis, par exemple, 2018 avec la nouvelle loi sur la télémédecine qui a légalisé la télémédecine avec le droit commun. Et donc, avec le Covid, il y a pu avoir un socle où le télémédecine s'est développé correctement. Et puis récemment, avec une nouvelle loi qui encourage aussi la partie soins avec le jugement de la pertinence de l'acte qui est laissé aux pharmaciens, qui est laissé aux docteurs, etc. Donc, il laisse plus de manœuvres et de liberté et moins contraignant pour ceux qui vont délivrer la télémédecine. Donc, je pense que la France, elle est dans le peloton de tête pour moi pour avancer comme il faut, quoi. On n'a pas à rougir d'autres pays européens pour répondre à votre question. Autre question que j'ai posée lorsqu'on a un petit peu préparé, j'ai 60 ans. Est-ce que j'aurais pas la crainte, en fait, de passer cette batterie de tests avec vous, notamment sur le DNA, et de m'apercevoir qu'en fait, j'ai des problèmes qui, à la limite, je ne pourrais pas résoudre? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de la population qui est réfractaire à connaître son avenir, carrément, quelque part? Alors, c'est sûr que ça existe. Il ne faut pas nier le contraire. Mais c'est plus une question de personnalité qu'autre chose. Vous prenez par exemple tout le débat qui existe encore aujourd'hui sur oui ou non la vaccination en France, alors qu'on sait très bien que le Covid, c'est mortel. Mm. Vous avez une résistance d'une certaine partie de la population de 15 à 20% qui ne veut même pas se faire vacciner, y compris malheureusement certains professionnels de santé. Donc, considérant cet état de fait, on ne peut pas considérer aussi que tout le monde va adopter, par exemple, les tests génomiques. Il y a aussi un gros débat sur la partie éthique en France. Mais pour venir à votre première question, est-ce que oui ou non, on veut être averti le plus tôt possible de potentiels risques? Je pense que c'est laisser libre à chacun de décider pour soi-même si il veut être au courant de manière à inverser la vapeur, puisqu'aujourd'hui, l'OMS dit que 80% des maladies chroniques peuvent être évitables si on agit sur les facteurs de risque, comme on l'a évoqué, sont la nutrition, pratique du sport Et le sommeil. euh, et le sommeil. Et donc, ce qui est très important de savoir, c'est que 75 à 80% des seniors aujourd'hui, et même pas forcément des seniors, mais ça commence à partir quadra, quinquas, ont au moins une maladie chronique. Mais la bonne nouvelle, c'est que en fonction de notre mode de vie, de nos habitudes de vie, on est capable de pouvoir inverser. Et donc, soit on est au courant le plus rapidement possible de ces facteurs de risque pour faire ce qu'il faut pour inverser ces risques, ou soit on joue la politique de l'autruche, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est chacun qui décide pour soi-même, et puis on aura les conséquences au moment où ça va sortir. Mm. Et de toute Le, façon, pour revenir au test génomique, ces tests ne sont pas des risques garantis. Il faut vraiment être mesuré, il ne faut pas être des marchands de tapis en pensant que les tests d'ADN vont nous permettre d'identifier des risques qui sont des risques garantis. C'est plutôt ce qu'on appelle une susceptibilité à certains risques. Et libre à nous ensuite, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de faire attention à son style de vie. avec votre recul et puis votre expérience, à quel âge il serait bien d'utiliser des services tels que les vôtres? À quel âge c'est intéressant d'avoir, comme on dit tout à l'heure,
en fait, un double numérique, je ne sais pas comment vous avez dit, un personnage Un jumeau numérique. numérique. Un Un jumeau numérique. numérique. À quel âge c'est intéressant d'avoir ce type de données? En fait, par expérience, au début, on était vraiment ciblé sur les seniors. Quand on parle des seniors, c'est ceux qui ont 60 et plus. Ce qu'on appelle des seniors en bonne santé. Parce qu'il y a, selon les critères internationaux, comme vous le savez très bien, vous êtes un professionnel, il y a 3 catégories de seniors. Il y a ce qu'on appelle en anglais le young old, le YOLD, c'est-à-dire le senior qui est en bonne santé. Vous avez le fragile, ceux qui sont fragiles et qui ont une ou plusieurs maladies chroniques. Et vous avez en fait à la fin celui qui est Dépendant. dépendant et qui a besoin, par exemple, Alzheimer, etc., ou bien Parkinson, et qui a besoin d'une assistance. Et c'est ceux qu'on retrouve en fin de vie dans les EHPAD. Donc nous, on est plutôt sur la catégorie 1 et 2. Mais après, avec l'expérience, les enfants qui achetaient ce kit pour leurs parents ont dit, mais moi aussi, je suis concerné, j'aimerais bien faire ce test génomique pour moi. Et j'aimerais bien aussi avoir ce monitoring à la maison pour voir quel est mon état des lieux, mon bilan. Et du coup, aujourd'hui, avec Rainenou, on est descendu sur une deuxième génération qui est la génération des enfants. Pas pour la partie management du aging, ce qu'on appelait tout à l'heure le aging en bonne santé, mais aussi sur la partie quadra quinca, pour répondre à votre question. D'accord, d'accord. Et là, on est plus sur une philosophie de management ou bien de prévention sur les maladies chroniques, qui sont les principales, hypertension, cardiovasculaire et puis diabète. Si on se projette dans 5 à 10 ans, vous pensez que les assureurs vont prendre en charge une partie de vos services, ce type de service? Parce qu'en fait, s'ils prennent en charge une partie, s'ils incitent leurs bénéficiaires à suivre ce type de service et à prendre des mesures, à la limite correctives, ils auront derrière moins de coûts à dépenser, puisqu'ils auront des bénéficiaires en meilleure santé. Vous pensez qu'ils vont prendre en charge ou est-ce que c'est déjà le cas, qu'ils prennent déjà en charge? C'est déjà le cas. On est déjà en train de parler avec des grands assureurs pour qu'ils distribuent eux-mêmes, d'accord, notre kit de bien-être à la maison. Et ça sera mis leur logo avec leur marque dessus, en disant ben, on vous l'offre pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité de vie. Je pense que quand on fait une projection de plusieurs années en avant, je pense que c'est vraiment la tendance. La tendance est de la médecine plutôt préventive. Parce que tout simplement au niveau de l'équation économique et financière, ni la sécurité sociale de chaque pays, ni les payeurs que sont les assureurs ou les mutuelles ne pourront avoir assez d'argent pour payer cette masse volumique de plus en plus grande de maladies chroniques avec les seniors. Et donc, il y a un facteur mathématique économique qui est tout simple. C'est si on ne fait pas les choses maintenant, ben en fait, l'assureur est mis dans une impasse et même re-questionne sa survie. Bien Puisqu'on a sûr. dit que le modèle économique de venir une fois l'an avec simplement ce qu'on appelle un touch point, c'est-à-dire un lien annuel une fois l'an pour faire signer le contrat, ça suffit plus aujourd'hui. Les gens sont plus des tartes quoi, pour payer. Donc, il faut avoir une relation avec l'assureur, veut avoir une relation avec son assuré qui est beaucoup plus, je dirais, positive, qui est plus saine que de passer simplement pour payer des factures sur des problèmes qui auraient potentiellement pu être évités. Une conclusion à l'émission? Une conclusion, c'est que aujourd'hui, comme vous le savez tous, le senior care est un vrai problème sociétal. On a beaucoup parlé tout à l'heure je dirais, de digital, de e-santé, de tooling, c'est-à-dire de gadgets, c'est-à-dire de medical device, d'app, et puis de AI. Ma conclusion, c'est qu'il faut quand même rester fondamentalement centré sur l'humain. Moi, en tant que je veux dire, ingénieur, il faut surtout pas perdre de vue que le senior care, en utilisant la e-santé, doit être centré sur le patient, donc sur l'humain.
et que tout ce qu'on apporte sont simplement que des outils et qu'il ne faut pas oublier, au-delà de la partie connexion, au-delà de la partie data, que l'humain, en fait, aujourd'hui, restera toujours l'humain, que l'intelligence artificielle que nous, on peut produire, c'est une intelligence qui est donnée de l'humain pour l'humain. Et il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, c'est-à-dire l'humain, le senior, sa famille, son mode de vie, sa qualité de vie. Et ça doit impacter aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple, quelque chose qui est fondamental, c'est le design, l'utilisation de notre app. Le dernier juge, au final, c'est l'humain, c'est le senior, sa famille. Et il y a beaucoup d'apps qui sont sur le marché de la e-santé qui sont faits par des ingénieurs pour des ingénieurs, sans avoir une réalité sur le senior. Et c'est à nous, en tant que fournisseurs de services, évoluer sur la nouvelle technologie, sur le AI, de rester toujours centré, avoir les pieds sur terre et d'être centré sur est-ce que l'utilisation, elle est pour l'humain, elle est positive pour elle, pour sa famille. Quand on parle de AI, on parle de data, on parle aussi de privacy, privacy, de sécurité, etc. Donc, on est aussi sur des débats qui sont importants parce que plus on a de données, plus on peut faire du prévisionnel, de la prévention. Mais si on a beaucoup de données, ça engage d'autres débats sur mais qu'est-ce que c'est la sécurité, qu'est-ce que c'est aussi, qui va accéder à ces données, etc. Donc, il y a toujours le yin et le yang, les opposés qui se rencontrent dans ce genre de débat. On parle aussi du débat machine-homme. Et en conclusion, je dirais qu'il faut rester centré sur l'humain. Nos aînés sont, comme on dit ici, sont des bibliothèques vivantes. Nos parents si on est à notre niveau aujourd'hui, c'est grâce à nos parents qui sont sacrifiés pour la plupart, qui sont sacrifiés pour nous donner l'économie dans laquelle on vit, le pays, notre situation familiale. Et je pense qu'il faut pas oublier ces invariants qui sont l'amour, le respect et puis la piété filiale. Je pense que c'est ça qui doit nous animer au final. Super, merci Charles. Charles Barck, je rappelle que vous êtes CEO de Hainenu. Hainenu. Merci beaucoup. Je vous en prie, au plaisir.